Nasmi, il faut marquer où? Bah, je sais pas. Déclarer forfait. C'est nous les chefs. La semaine dernière, on a travaillé quoi comme figure? C'est compris ou pas? Regardez-vous, il manque une personne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e podcast EPS de l'Académie de Mayotte. Et aujourd'hui, on va parler de boxe pied-point et on est heureux d'accueillir pour cela David Chorel et Alexis Dufour. Donc bonjour. Bonjour. Et au travers du GRA, on a travaillé sur une démarche que vous avez proposée qui est de toucher et ne pas être touché. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement? Tout simplement, pour nous, c'est à peu près le début, la base, les bases de la boxe, de la boxe pied-point. Et donc, en général, on construit la touche, on construit ne pas être touché, et on arrive très vite, dès qu'on peut se mettre en opposition, à toucher, ne pas être touché. Donc ça veut dire que c'est séquencé en 3 temps Voilà, d'abord. exactement. Ok. Et est-ce que là, dans cette démarche-là, est-ce que vous avez une situation clé qui permettrait d'utiliser cette démarche? Oui, absolument. La situation clé, c'est la situation donc, du cerceau où on va avoir un élève bloqué au milieu du ring, au milieu de l'enceinte, un élève qui a la jambe avant bloquée dans le cerceau et un autre élève qui peut se déplacer autour. Donc l'élève qui se déplace autour va être le premier à pouvoir attaquer l'adversaire avec 2 coups par exemple. Et l'élève qui est dans le cerceau, son objectif à lui, ça va être de bloquer les coups, de toucher après. L'objectif ici, toucher, ne pas être touché, c'est l'élève à l'extérieur du cerceau qui va devoir toucher et puis sortir pour ne pas se faire toucher après. L'autre étant bloqué, on peut venir attaquer son adversaire et puis sortir sans être embêté. Ok, donc ça veut dire que dans ta situation, tu as 2 boxeurs? Absolument. Il y a 2 boxeurs qui sont médiés par un arbitre et un juge qui va compter lui les touches qui sont effectives ou non. Ok. Et donc sur ces 2 boxeurs, tu as un boxeur qui a une contrainte avec un cerceau central? Absolument. Il y en a un qui est contraint dans l'espace, puisqu'il ne peut pas bouger, sa jambe étant bloquée dans un des cerceaux, il peut bouger que autour de sa jambe d'appui. Et l'autre, il est complètement libre, il peut se déplacer autour, en avant, en arrière, et au contraire, autour du boxeur. Ok. Donc c'est sa jambe avant qui est bloquée, puisqu'en boxe, on a une position de garde, et la jambe avant, c'est celle-là qui sera bloquée. Ok. Et donc après, comment ça se passe concrètement avec vos élèves? Qu'est-ce que vous dites à vos élèves? Moi, par exemple, j'aime bien toujours donner des boxeurs A, boxeur B pour bien identifier les rôles. Donc, par exemple, boxeur A est à l'extérieur du ring, doit préparer son attaque et aller toucher le boxeur B avec 2 coups. Bon, ça dépend de l'évolution de la situation, mais par exemple là, 2 coups, ça peut être 2 coups de poing. Boxeur B, lui, justement, va être là à défendre et riposter un coup. Je leur dis ça au début et après j'insiste que sur le boxeur A qui est à l'extérieur, son but c'est d'aller toucher et ne pas se faire toucher. Et pour le boxeur B, c'est l'inverse, ne pas se faire toucher et toucher rapidement derrière. Et quand est-ce que ça commence, la situation? On va mettre un signal sonore par exemple. Ok. Donc il est toujours, on met un petit rituel quoi. Pour ma part, on met un petit rituel où les boxeurs, moi je leur dis toujours au centre, saluez-vous, donc ils saluent et ils se mettent en position de garde. Et ensuite, il y a un signal qui peut être sonore, une sonnerie, que tu fais, et qui est la situation débute. Ce qui est intéressant de faire, c'est par exemple l'arbitre qui va médier l'affrontement, va au début de l'affrontement réexpliquer les règles, les coups qu'on a le droit de faire, attention, pas le droit de taper fort, les coups interdits, etc. Une fois que l'arbitre est prêt, il peut par exemple lever le bras, on a un visuel sur les élèves pour voir quelles enceintes sont prêtes, quel groupe est prêt et quel n'est pas. Et ensuite, quand on a nos groupes prêts, nous après on lance la situation. Le temps est le même pour tous les groupes. Donc ça veut dire que la fin de la situation, c'est autant? Oui, absolument. Ok. Après, ça c'est un parti pris. On pourrait très bien dire la situation s'arrête une fois que vous avez réussi à toucher, mais nous c'est plutôt autant. Ok. Donc d'un point de vue logistique, quand tu es enseignant, c'est plus facile, simple. quand tu gères le même temps pour tout le monde. Ok. Et après, qu'est-ce que les élèves ils apprennent avec cette situation? Et on va apprendre surtout, alors on va déjà avoir une notion de déplacement pour ce boxeur qui est à l'extérieur du cerceau, une notion de distance, puisqu'on va créer la distance de celui, tiens, je peux toucher en poing, je peux toucher en pied, et je suis en sécurité, je suis hors d'atteindre des coups. Donc cette notion de distance, on va avoir tout ce qui est la touche, donc qu'on a normalement travaillé un peu au préalable, mais voilà, il va pas falloir appuyer
appuyer les coups, donc c'est pour ça que l'arbitre est là. Et enfin, justement, comme on disait, de toucher et ne pas être touché, directement se mettre en sécurité après. Mais donc ça veut dire qu'il faut des prérequis un peu pour les élèves. Est-ce que c'est pour les élèves qui sont hyper débutants ou est-ce que quel bagage technique doit avoir C'est une l'élève pour situation faire qui s'adapte énormément. La première situation, par exemple, si on part sur uniquement des coups de poing, 2 coups de poing, on peut tout à fait faire ça sur une début de deuxième leçon. Les prérequis, c'est d'avoir construit le fait de toucher. Alors, nous, par exemple, le fait de toucher au début, ça peut être que les points. J'ai construit la touche en direct, c'est le coup le plus simple, en ligne haute et en ligne médiane, basse, ventre. Direct bras avant, direct bras Direct arrière. bras avant, direct bras arrière. Mmh. Donc ça, j'ai construit, je sais Mmh. toucher en tête, je sais toucher au corps. Sur des cibles. Sur des cibles qui peuvent être, par exemple pour le corps, ça va être le ventre. Ouais. Pour la partie tête, on peut viser le front, par exemple, dans un premier temps. Mmh. Donc ça, il faut l'avoir construit. Et il faut avoir construit la défense, ne pas être touché. Donc, je suis capable de ne pas être touché, ça veut dire je sais bloquer un coup quand il arrive, Ouais. bloquer quand il arrive à la tête, bloquer Ouais. quand il arrive plutôt au corps. Donc ça veut dire que là on est sur des armes qui sont plutôt liées avec la partie haute du corps. Donc c'est-à-dire les direct bras avant, direct bras arrière. Est-ce que vous utilisez aussi Bien sûr. les jambes par rapport à ça? En fait, ça va dépendre du moment du cycle où tu places. Comme on a dit, cette situation, elle est vraiment évolutive. Si on la met au tout début, on va la faire avec les armes qu'on a travaillées, donc par exemple le direct. Mais si tu la mets plus loin dans la séquence, tu vas avoir les pieds, tu vas avoir tout qui peut rentrer en jeu. Ok. avec les armes. Et donc quelle arme doit avoir l'élève par exemple pour utiliser cette situation sur les membres inférieurs? Cette situation, alors moi déjà je dirais aussi qu'il y a la garde à construire. Mhm. La garde. Ensuite, sur chaque coup qu'on va utiliser dans cette séquence, il faut construire la touche avec ce coup, savoir quelle cible viser et que le coup soit réglementaire. Il va falloir construire la défense sur ce coup. Donc si on rajoute les low kicks, si on rajoute les middle kicks, etc., il va falloir construire la défense dessus. Et une fois qu'on a construit ces 3 points, la notion de garde, l'attaque, la défense, on peut déjà rentrer dans cette situation. Ok. Donc là, si on récapitule bien, c'est une situation qui est assez évolutive. Et en fait, on rajoute des armes en fonction au fur et à mesure et en fonction de l'expérience de l'élève. Dans une leçon classique, on pourrait penser une leçon, la première partie d'échauffement, une partie d'apprentissage moteur, par exemple un coup de pied ou un coup de poing ou un style de défense, et puis une dernière partie d'opposition où on va mettre en jeu dans un contexte d'opposition ce qu'on vient d'apprendre avant. Okay. On va essayer de développer ça dans la capsule numéro 2 là, tout à l'heure. Et là, j'aimerais bien revenir sur la situation, essayer de la contextualiser un petit peu plus. On va imaginer qu'on est avec un élève qui a acquis le direct bras avant, direct bras arrière, et qui a acquis aussi le low kick et le middle kick. Est-ce que vous faites cette situation et qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, bien sûr. Donc là, on fera cette situation. On fera bien sûr, avant, travailler la garde, travailler le direct, la défense sur le direct, donc parade, esquive, le low kick, travail de défense du low kick, et le middle kick, si on met le middle kick, justement, on défend sur le middle kick. Une fois qu'on a ça, on peut partir directement sur la séquence, sur la situation. Et est-ce que par exemple, Alexis, est-ce que tu as vu plusieurs profils là en recontextualisant la situation? Bien sûr, sur cette situation-là, vous allez avoir des élèves qui vont par exemple avoir des difficultés en construisant l'enchaînement, des problèmes de distance. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas arriver à lier leurs poings et leurs pieds par exemple. Donc à chaque fois, ils vont être trop près par exemple sur une attaque pied ou au contraire trop loin. Donc ça se voit. Qu'est-ce que tu lui dis À ce moment-là, l'idée c'est de donner un critère très simple à l'élève pour qu'il sache s'il est trop près ou trop loin. Un exemple simple, les élèves qui vont aider direct avec les bras fléchis, c'est un indicateur pour dire qu'on est trop près. Okay. Au contraire, un élève qui va donner un direct qui va être loin, qui va un peu tomber devant, ou un coup de pied qui va tomber devant, etc., c'est un indicateur pour nous dire qu'il est trop loin. Et en fait, à force de répéter ces indicateurs et à force de s'essayer, l'élève il va réussir à comprendre, à prendre conscience de son schéma corporel pour dire là je suis capable de toucher, là je suis pas capable de toucher, il faut que je m'approche. Donc là tu as un premier profil. Est-ce que vous le avez d'autres On va avoir d'autres profils. On va avoir par exemple celui qui en attaque fonce directement sur l'autre et veut vraiment faire la bagarre. Ouais. Et ça va être plutôt un profil de quelqu'un qui a un peu peur justement, qui n'a pas travaillé assez la défense et qui va vouloir vraiment attaquer pour mettre l'autre en difficulté. Donc là, on va peut-être justement retravailler un peu la défense et les notions de distance pour pouvoir juste se remettre
à distance en mode sécurité. Qu'est-ce et que pas tu lui faire dis attaquer. à cet élève-là? Et bien justement, on va retravailler peut-être des enchaînements de plusieurs coups. Ouais. Le fait d'enchaîner, de rester équilibré sur des enchaînements, ça va faire qu'il ne va pas justement être trop dans la bagarre. L'autre point, ça peut être de lui mettre une distance nous-mêmes, c'est-à-dire une ligne infranchissable par exemple, et il va devoir toucher de loin et ça empêche le fait qu'il avance, donc il va devoir s'organiser à chaque fois et être équilibré sur son enchaînement. Et si on revient là sur le profil que tu viens de nous dire, David, qu'est-ce que tu peux mettre en place là pour cet élève bagarreur? Est-ce que... Ben justement, nous, on a mis en place dans la situation qu'on limitait le nombre de coups dans l'enchaînement. Ouais. Ils sont par exemple obligés de faire 2 coups et après il y a la riposte du autre boxeur. Donc la limitation des coups, ça voilà, permet de limiter ça empêche à ce qu'il l'engagement, revienne quoi, dans la bagarre. son engagement. Voilà. Ok. Et après, tu as Ouais, pas un autre éventuellement, profil aussi? un dernier profil, c'est l'élève qui va être vraiment, qui va avoir une difficulté affective, qui va refuser le contact visuel, qui ne va pas arriver à maintenir son regard pour regarder son adversaire. Et typiquement, ça s'observe avec des élèves qui vont se cacher, par exemple, dans leurs gants, qui vont baisser leur tête, regarder leurs pieds. Pour eux, c'est leur manière de se protéger. Je me cache, je ne vois plus. Ces élèves-là, tout l'enjeu, ça va être d'arriver à leur lever un petit peu la tête, au moins lever le regard, pour leur permettre de maintenir le contact visuel avec leur adversaire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas défendre un coup si je ne le vois pas arriver, si je ne vois pas mon adversaire. C'est limite dangereux. Et ça peut être limite dangereux, absolument. Donc l'idée, c'est donc de désacraliser un petit peu la notion de touche. C'est pas grave de se faire toucher, ça fait pas mal de se faire toucher. Et petit à petit, si on arrive à se travailler sur ce pôle affectif-là, on arrivera à avoir des élèves qui vont regarder, qui vont se protéger, regarder, et qui vont du coup, derrière, pouvoir toucher leur adversaire après la remise. Sinon, c'est impossible de pouvoir toucher. Et j'avais une question là, sur cette situation. Quand est-ce que vous savez qu'un élève a réussi? À partir de quels critères objectivables vous savez que l'élève a réussi et que donc on peut passer à autre chose, lui rajouter peut-être des armes, lui rajouter d'autres contraintes? Ça va être par exemple avec la notion du juge à côté. Donc le juge va nous mettre en place si l'élève a plus touché ou moins touché que l'autre. Ça peut être un premier critère de base. Si on veut aller un peu plus loin, si on recherche vraiment le fait de toucher, ne pas être touché, on peut mettre une échelle d'attaque réussie, c'est-à-dire j'ai réussi mon attaque si j'ai touché au moins un coup sur 2 et je ne me suis pas fait toucher derrière. Donc 50%, Par chaque fois un exemple, coup sur voilà. deux, ça veut dire que ton Alors, élève a réussi. C'est pas forcément 50%, parce que quand on fait une attaque en boxe, on sait très bien que tous les coups ne touchent pas. Donc on peut très bien viser un coup et toucher avec le deuxième. Si après je pars, je ne me suis pas fait toucher, je ressors victorieux de l'échange. Okay. Donc j'ai gagné, j'ai réussi mon attaque. J'ai gagné mon attaque, je suis parti sans pas toucher. Donc on peut mettre une échelle en place comme ça. Et contre quel élève c'est réussi? Est-ce que c'est uniquement contre un seul élève, un boxeur, ou est-ce que c'est sur plusieurs élèves? Comment tu sais que cet élève a réussi? Moi, je dirais que je sais qu'il a réussi quand il arrive dans son groupe de niveau, dans son groupe de compétences, à peut-être sur 2-3 adversaires à maintenir son même niveau d'efficacité. Là, on peut se dire, bon, ben là, c'est acquis, c'est maintenu. Et comment tu crées? Vas-y, voilà, le professeur aussi essaiera de mettre en place que on est sur les mêmes catégories à peu près de poids et de taille, surtout de taille à cet âge-là. Et après, voilà, donc, on verra directement sur le même groupe de taille et d'allonge le niveau de réussite. Et là, si on reprend la situation, vous parliez donc il y a 2 boxeurs. Là, on s'est attardé pas mal sur ces 2 boxeurs, et notamment les contenus et des différents profils. Vous parliez aussi de l'arbitre et ensuite du juge. Juste si on se concentre sur cet arbitre-là, qu'est-ce que vous lui dites? Et quel est son rôle concrètement? Pour ma part, il est là pour assurer la sécurité et l'intégrité physique vraiment des boxeurs. Donc, il est là pour reconnaître déjà les coups. Il faut que le coup soit réglementaire tant au niveau de la technique que sur la cible visée, c'est une cible autorisée, et la puissance des coups. C'est un peu les 3 critères que je donne vraiment à l'arbitre à repérer. Okay. Je suis d'accord, je pense que l'arbitre, déjà, il est omniprésent dans cette situation et dans le processus. Effectivement, la première chose qu'il doit être capable de vérifier, c'est si le coup donné est trop fort ou pas. S'il y a un coup trop fort, il faut qu'il puisse le dire. C'est quoi ton repère pour un coup trop fort? Alors, pour un coup trop fort, ça va être des coups où on va entendre du bruit. Par exemple, on peut faire taper les élèves avec leurs gants. On voit quand ça fait un bruit, on se dit, bah là, quand j'entends ça, je sais que par exemple c'est trop fort. Dans l'intention, on le voit, souvent les coups trop forts, c'est les coups qui partent derrière, qui viennent de loin. Et ce que j'aime bien, voilà, ils vont tomber. Et ce qui est important de dire aussi à ces élèves-là, c'est que s'ils ont un doute, ce que j'aime bien leur dire, c'est que s'ils ne savent pas, c'est que c'est trop fort.
Si on hésite, c'est que c'était trop fort. On ne doit pas hésiter. Une touche, c'est une touche, on l'a identifiée, puisqu'on a travaillé avant. Et donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Et est-ce que le pouvoir de l'arbitre, c'est d'arrêter le match? Oui, il peut. Absolument. Alors il va mettre, si on travaille justement avec l'arbitrage, il va mettre des avertissements, il va mettre des pénalités, tout ça, et il peut au bout d'un moment dire ça, parce que sinon c'est fini, c'est trop fort. Dans tous les cas, à chaque fois que lui, il observe qu'il y a un manquement, un coup interdit, un coup trop fort ou une partie qui est visée qui est interdite, il stoppe. C'est-à-dire que j'arrête, j'explique, bah voilà, là c'était trop fort, toi tu as tapé trop fort, toi c'était interdit, c'est bon, on se replace et on reboxe. Parce que à chaque fois, il y a une démarche de l'arbitre. Et après, si on se concentre sur le dernier point, c'est le juge. Quel est son rôle au juge et comment ça se passe pour lui? Ça va être de quantifier justement un peu la réussite de l'élève sur son attaque ou le boxeur B sur sa défense et riposte. Alors encore une fois, là ça va dépendre. Comment il quantifie déjà? Bah, ça, on va justement peut-être utiliser et présenter. Là, nous, on a des petits clickers qui sont assez simples. Il suffit de cliquer et ça met directement une touche. Donc voilà, très pratique. Le juge va rester fixé sur le boxeur et comme ça, il enchaîne ici. Après, voilà, ça va dépendre, comme je disais, du niveau d'où on en est dans la séquence, puisque soit on va quantifier par exemple les deux boxeurs au niveau de touche, soit on peut le faire au niveau des attaques, comme on parlait tout à l'heure, sur une attaque réussie et décrire ce que c'est l'attaque réussie. Ça veut dire que le juge, il doit énormément connaître aussi bien le règlement que les touches, qu'il a un rôle qui est... Ah oui, Absolument. essentiel. Et l'intérêt de la situation, c'est aussi qu'ils vont passer dans tous les rôles, mais le juge, il doit pouvoir savoir si le coup est valide, si la touche, on la comptabilise ou non. Est-ce que si je touche dans les gants, ça compte? Est-ce que si je touche dans les gants avec le gant de touche, ça compte ou pas? Comme ça, le juge doit le savoir pour pouvoir comptabiliser, donner un repère fiable. Et pour vous, c'est quoi une touche comptabilisée? C'est quoi les cibles un peu essentielles et puis c'est quoi une touche comptabilisée? Une touche valide, ça va être par exemple si on a travaillé le direct, la face antérieure et latérale de la tête, on n'a pas le droit au-dessus et derrière de la tête, et le tronc face pareil antérieure et latérale du tronc. Pas de poitrine pour les filles. Et donc une touche valide, ça va être dès qu'on va toucher cette partie. Souvent, les élèves au début, au jugement, vont très vite comptabiliser des touches dans les bras. C'est bien, faut bien l'identifier comme un moyen de défense. C'est un moyen de défense, donc c'est pas un coup qui est comptabilisé. Ok. Je rajoute juste que d'un point de vue sécuritaire, il est possible au départ, par exemple, d'autoriser uniquement la cible front. Ça peut être aussi une façon de pouvoir dédramatiser un peu la touche. Et aussi sur la touche point, par exemple, ça va être la face avant du point qui doit toucher. Si je viens toucher sur le côté ici, ça compte pas. C'est vraiment la face avant. On dit souvent aux élèves, tu montres tes bagues comme s'il y avait des bagues. Tu viens montrer tes bagues, c'est vraiment cette touche-là qui est... Et est-ce qu'il peut y avoir des touches au point sur les membres inférieurs? Non. Ok, donc ça, sécuritairement. Avec les pieds. Voilà. Les points, c'est vraiment tronc et tête. Voilà. Et pour les membres Pour inférieurs, les pieds, on va avoir tout ce qui est donc les low kicks, c'est en ligne basse sur la cuisse, Ouais. c'est seulement la cuisse, pas de coup en dessous du genou. Ouais. La ligne médiane, les middle kicks, donc pareil, côté devant du tronc, et le high kick, si on a travaillé après suivant l'évolution, face intérieure et côté de la tête. Ok. Pas de coup dans le dos comme en boxe française ou des choses. Eh ben, merci. On a essayé là de faire le tour sur la démarche et puis la situation proposée par David Chorel et Alexis Dufour. On se retrouve juste après sur une capsule numéro 2 où on va plus développer sur le moment dans la séquence où cette situation va avoir lieu. Merci pour votre écoute et à bientôt.